Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur BFM TV 21h. Alexandre Benalla peut-il parasiter la séquence entamée par Emmanuel Macron devant les maires avant-hier? L'ex-chargé de mission de l'Elysée a été placé en garde à vue aujourd'hui dans le cadre de l'enquête ouverte sur ses passeports diplomatiques. Lundi, il sera entendu par les sénateurs. D'ici là, eh bien, Emmanuel Macron se prépare demain à entendre et répondre cette fois au maire du Lot. Comment se renouveler à Souillac pour ne pas trop vite lasser les Français? Les marcheurs se préparent à sillonner la France ce week-end avec de nouveaux tracts. Quel sera l'accueil qui leur sera réservé? Les Gilets jaunes de leur côté n'ont pas dit leur dernier mot. Nouvelle mobilisation samedi, la 10e. Quelle ampleur pour ce nouveau rendez-vous? On en discute, on en débat avec nos invités. Jean-Baptiste Djebari, bonsoir, député de La République En Marche de la Vienne, bienvenue à vous. Bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes président des Patriotes. Robin Reda, député LR de l'Essonne. Bonsoir. Vous êtes également membre de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Elsa Fossillon, députée PCF des Hauts-de-Seine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jérémy Clément. Bonsoir. Bienvenue à vous. Merci. Vous êtes gilet jaune de Montargis et Bruno Jeudi nous rejoint dans un petit instant. D'abord, c'est le journal qui vous est présenté par Rachid Embarki. Bonsoir Rachid. Bonsoir Nathalie. Alexandre Benalla à la une parce qu'il est toujours entendu ce soir. Oui, il est toujours placé en garde à vue dans l'enquête sur l'utilisation de ses passeports diplomatiques après son limogeage de l'Elysée. Fabien Crombé, vous êtes à la PJ de Paris pour BFM TV. L'enquête visant Alexandre Benalla a été étendue après un signalement de l'Elysée. Oui, en fait, ce sont ces nouveaux éléments qui ont accéléré cette garde à vue qui se tient aujourd'hui d'Alexandre Benalla. Pourquoi? Parce qu'on savait déjà qu'il avait gardé les fameux passeports diplomatiques qu'il était censé rendre. C'est ce qui a déclenché une enquête le 29 décembre dernier. Mais hier, le directeur de cabinet de l'Elysée, Patrick Stroda, a apporté deux nouveaux éléments qui ont poussé l'Elysée à lancer, à augmenter élargir cette enquête en tout cas. La première, c'est que ces passeports qu'il a détenus, il les a utilisés, et pas qu'une seule fois, il les a utilisés à une vingtaine de reprises entre le mois d'août et le mois de décembre pour des voyages à l'étranger. Et puis ensuite, il y a aussi une interrogation sur la manière dont il s'est procuré ces passeports, parce qu'il n'en avait pas qu'un de passeport diplomatique, il en avait plusieurs, et il en a sans doute demandé un en faisant l'usage d'un faux, c'est-à-dire sans l'aval de ses chefs. Selon le chef directeur du cabinet de l'Elysée, il aurait écrit une lettre dactylographiée sans signature avec en tête de l'Elysée pour se procurer donc ces fameux passeports. Voilà donc l'ensemble des questions qu'ont à poser les enquêteurs de la police judiciaire Alexandre Benalla. Pourquoi ne les a-t-il pas rendus? Pourquoi les a-t-il utilisés? Et en a-t-il demandé frauduleusement? Garde à vue qui va durer 24 heures dans un premier temps, qui peut être prolongée de 24 heures supplémentaires, donc jusqu'à samedi matin. Et puis Alexandre Benalla est attendu lundi prochain par les sénateurs également pour la commission d'enquête du Sénat. Fabien Crombé en direct de la PJ de Paris pour BFM TV. Emmanuel Macron a présenté ses vœux aux armées cet après-midi. Le chef de l'État était à Toulouse, sur la base aérienne de Francazal, pour cette cérémonie. Dans son discours, il a dressé le bilan des opérations militaires et rendu hommage à tous les militaires. Si j'ai tenu à venir à votre rencontre aujourd'hui, en ce début d'année, c'est d'abord et avant tout pour vous témoigner de la reconnaissance de la nation. Au cours des 12 mois qui se sont écoulés, vous avez connu, comme tous nos concitoyens, des joies et des peines et parfois des épreuves. Et pourtant, vous avez toujours été là, disponible, à tout instant, pour remplir les missions que je vous ai confiées. Je veux ici vous en remercier chaleureusement. Les autoroutes vont coûter moins cher pour les abonnés à partir du 1er février. Ceux qui effectuent au moins 10 allers-retours par mois sur le même trajet vont bénéficier de 30% de réduction sur les prix des péages. Réduction arrachée cet après-midi par la ministre des Transports. Nous sommes parvenus aujourd'hui à un effort très significatif de la part des sociétés concessionnaires. Elles se sont engagées à mettre en place dès le 1er février des nouveaux abonnements sur chacun des réseaux qui s'appliquent à tous les automobilistes qui font plus de 10 allers et retours par mois sur un trajet donné, sans limitation de distance sur le trajet, et qui donne droit à une réduction de 30% dès le premier trajet.
Jacques Toubon demande la suspension de l'usage des balles de défense. Ce sont ces balles en caoutchouc tirées sur des manifestants par les forces de l'ordre. Le défenseur des droits souligne l'évidence de leur dangerosité. La France a décidé de déployer son bouclier anti-Brexit. Édouard Philippe a déclenché un plan national pour faire face aux effets d'un Brexit sans accord. Plan qui prévoit notamment des travaux d'aménagement des ports et des aéroports ainsi que l'embauche de 600 fonctionnaires et parmi eux particulièrement des douaniers. Le temps demain, Rachid? Eh bien, ce sera encore très nuageux demain matin, notamment sur le sud-ouest, également sur le nord-ouest. Ailleurs, le ciel sera parfois voilé, mais le soleil sera présent dès le lever du jour avec des températures de moins 3 degrés à Auxerre, à 6 degrés à Perpignan. Merci à vous, Rachid. L'info en direct, c'est avec vous en soirée. Jean-Baptiste Djebari est avec nous, Elsa Fossillon, Florian Philippot, Robin Reda, Jérémy Clément et Bruno Jeudi qui nous rejoint sur ce plateau. Bienvenue à tous. Merci d'être ici en direct avec nous pendant 1 heure. On va démarrer évidemment avec le feuilleton Alexandre Benalla. La suite, puisque garde à vue à l'heure actuelle encore et depuis ce matin de l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron. Rachid a rappelé les faits. Juste, Jean-Baptiste Djebari, pourquoi tant de temps pour le placer en garde à vue d'après vous? Bon, je sais pas, je suis pas au cœur de cette affaire sur le plan de la procédure, mais ce que je peux vous dire quand même, c'est qu'on commence à en avoir soupé de l'affaire Benalla. Et aujourd'hui, il y a 3 enquêtes qui sont en cours. Vous avez une enquête administrative sur les passeports au ministère des Affaires étrangères. Vous avez une enquête judiciaire. Il a été mis en examen une première fois pour son comportement place de la Contrescarpe. Et vous avez c'est violence, c'est oui. Et vous avez donc une enquête parlementaire qui suit son cours au Sénat, et il sera auditionné. Lundi. Donc moi je dis ces enquêtes diront la vérité. Donc et les juges. C'est bien. Oui, c'est bien. Là aujourd'hui. Il faut en sortir. Ça crée des suspicions effectivement sur l'État. Les enquêtes diront la vérité et les juges diront la sanction, diront le droit. Alors, Robin Reda, vous êtes au cœur de cette commission d'enquête, membre en tout cas de cette commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Évidemment, aujourd'hui, vous applaudissez, vous dites si le Sénat n'avait pas été là, on n'en serait pas là aujourd'hui, il ne serait pas auditionné. Je dis d'abord si le Parlement n'avait pas été là et si notre bicamérisme ne fonctionnait pas, on n'aurait jamais su cette histoire qui était au départ l'affaire Benalla-Macron, parce qu'on avait compris que M. Benalla protégeait M. Macron. Qui en fait aujourd'hui, on ne sait pas, pardonnez-moi. Qui est en fait aujourd'hui l'affaire Macron-Benalla, parce que la suspicion, elle est maintenant sur le président de la République. On ne sait pas. Là, vous supposez. Soit l'Élysée est très mauvais, et c'est un repère d'incompétence, ce dont je doute fort quand même, soit M. Macron protège M. Benalla. Enfin quand même, quand on a appris que M. Benalla avait été suspendu de ses fonctions fin mai, on a ensuite appris dans les semaines qui suivaient qu'il avait conservé sa voiture, l'équipement de police, son arme, son appartement, et maintenant on apprend qu'il a conservé des passeports. Donc manifestement, l'Élysée, qui voulait de manière tonitruante suspendre M. Benalla et le révoquer de ses fonctions, lui a laissé de larges avantages, et à ma connaissance, l'Élysée, c'est avant tout Emmanuel Macron. Alors ça, c'est ce que vous dites. En tout cas, Florian Philippot, comment vous observez aujourd'hui ce nouvel épisode dans cette affaire Benalla? Un caillou peut-être quand même, hein. On va y revenir, Jean-Baptiste Djebari, dans la chaussure d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que, vous dites, on en a soupé, enfin on en parle énormément effectivement, parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Si on a vu la vérité depuis le départ, on n'en parlerait plus. Le problème, c'est qu'on se rend compte, quand on tire le fil, que c'est mensonge sur mensonge sur mensonge depuis le début. Et ça, c'est vraiment problématique. Je rappelle que le président Macron avait dit cet été, sur cette affaire, je suis responsable de tout. Donc je ne sais pas s'il le redirait aujourd'hui, mais c'est ce qu'il disait à l'époque. Donc là, il y a un véritable problème, il serait temps qu'on sache la vérité. Sur cette garde à vue très rapide, tout dysfonctionne dans la justice aussi depuis le début. Je rappelle les perquisitions qui, de manière à la surprise de beaucoup d'observateurs qui connaissent bien le milieu policier et judiciaire, avaient été surpris de la manière dont ça avait été perquisitionné. Tout dysfonctionne, mais là, il est gardé à vue. Oui, mais justement, il doit être auditionné bientôt. Lundi. Et donc ça rentre dans le champ judiciaire. Donc vous dites qu'il n'y a pas, il y a forcément mais vous savez, tout ce qui rentre dans le champ judiciaire ne peut plus être auditionné, ne peut plus être interrogé quand ça arrive devant la commission d'enquête parlementaire. Donc à la limite, ça tombe pas mal. Ça tombe pas mal. Et ça, c'est assez gênant parce qu'il y a des questions qu'on ne pourra pas lui poser parce qu'il arguera du fait que on est dans l'enquête judiciaire et donc il ne peut plus en parler. Ça, c'est un autre problème. Est-ce qu'il est encore protégé? Moi, j'aimerais bien savoir. Moi, j'ai le sentiment qu'il est encore protégé en réalité et que les liens ne sont pas coupés. On va y revenir. Elsa Fossillon et Jérémy Clément, parce que cet épisode, il vient là parasiter le retour d'Emmanuel Macron sur la scène nationale, j'allais dire, avec en tout cas, cette première séquence devant les maires avant-hier. Là, on a l'affaire Benalla suite. Je reviendrai ensuite au grand débat. Ah bah non, ça ce sera après, c'est sûr. Si c'était drôle, j'aurais presque envie de vous dire que je suis heureuse que monsieur Benalla n'ait pas été en possession d'un flashball, mais l'affaire est sérieuse. Elle est extrêmement sérieuse et depuis le démarrage. Et
il était temps que ça cesse et que la lumière puisse être faite, que les zones d'ombre soient détaillées. On voit depuis un certain nombre de semaines des manifestants qui se font arrêter parce que dans leur sac à dos, ils ont un masque. Et il y a même eu des mises en examen. Et puis à côté, il y a un type, un barbouze de l'Élysée, qui se balade depuis 6 mois à travers le monde avec des passeports diplomatiques. Cette inégalité de traitement, elle est insupportable pour nos concitoyens. Donc il faut que la lumière soit faite sur cette affaire Benalla-Macron. Et moi, ce que je constate, y compris au travers des auditions qui continuent, c'est qu'il y a des zones d'ombre, y compris à l'Élysée, qui doivent être aujourd'hui. On va y revenir avec M. Djebbari. Jérémy Clément, vous, en tant que gilet jaune, vous dites, comme Elsa Fossillon, il y a cette différence de traitement non, j'ai pas tout suivi. Vous savez, nous, dans la France laborieuse, on est vraiment occupé à bosser, donc on peut pas tout suivre. Par contre, ce que je peux dire, c'est que s'il y avait eu malfaçon ou bienfaçon et autres, chez les Gilets jaunes, où tout le monde serait tombé, où tout le monde serait dehors. C'est tout ce que je peux vous dire. Il y a une solidarité chez les Gilets jaunes. Ce qu'on est en train de voir là, c'est quelque chose qui a été couvert, à tort ou à raison, avec de la suspicion ou pas, mais chez les Gilets jaunes, ça ne serait pas arrivé. Nous, s'il y avait eu un problème, où on aurait été tous responsables, ou alors tout le monde aurait été clair. Vous entendez, Jean-Baptiste Djebbari, aujourd'hui, il y a vraiment cette suspicion. Philippe Bas, le président de la Commission des lois, il a dit craindre que le cordon ombilical entre Benalla et l'État ne soit pas rompu. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, ce que je réponds, c'est que anodin. Ces 4-5 derniers week-ends, je n'ai pas entendu parler une seule fois de M. Benalla dans ma circonscription. Il était en voyage. Vous dites que ça ne concerne pas les Français, c'est ça? Non, mais je dis que ce n'est pas leur sujet de préoccupation principale. Et que par ailleurs, si ça a abîmé effectivement l'État d'une manière générale, bien souvent, les Français font l'amalgame d'un État qui dysfonctionne depuis de nombreuses années. Donc moi, je ne m'amuse pas d'entendre mes collègues et des représentants politiques ici, quelque part, hystériser un peu ce débat, parce que je pense qu'à la fin, les Français, de toute façon, vous plaquent à vous la même critique. Oui, mais ils vous dénoncent, vous, comme hommes et femmes politiques, dans ce même système. Donc, la question, c'est savoir s'il y a dysfonctionnement, négligence ou complicité. Et moi, je suis d'accord avec Par contre, c'est sympa. j'ai commencé par ça. C'est un peu facile. Non, mais je crois que c'est. Vous verrez que c'est la critique. Vous verrez que c'est la critique que les Français plaquent assez largement sur un système politique dont ils pointent les opacités depuis très longtemps. Et moi, je trouve ça très bien qu'il y ait 3 enquêtes parlementaires, judiciaires, administratives, pour tirer la vérité de l'affaire Benalla, pour savoir ce que ce monsieur a fait et pour, in fine, le sanctionner. Et encore une fois, nous ne sommes pas commentateurs ni juges, donc moi je suis heureux qu'il y ait cet exercice de vérité qui soit fait, et ce monsieur sera jugé, et ce monsieur très probablement sera sanctionné. Bruno, je dis, une seconde. Mieux sanctionné qu'en mai dernier, j'espère, parce que on peut tous refaire l'histoire si vous voulez, Bruno, je dis, mais je crois que ça ne fait pas. Bruno, je dis, cette garde à vue, s'il vous plaît, cette garde à vue, cette séquence, cette nouvelle séquence Benalla, ça peut parasiter là le retour, j'allais dire, d'Emmanuel Macron, parce qu'il y a cette séquence aussi demain dans le Lot, en face de 600 maires, une fois encore. Ça concerne, M. Djebbari nous dit, les Français, ils sont pas sensibles à ce qui se passe autour de Benalla. Il y a 2 choses. Un, ça tombe très mal dans la séquence qui était plutôt cette semaine positive pour Emmanuel Macron, parce que c'est vrai que pour la première fois depuis presque 10 semaines, il parvient à enchaîner des vœux plutôt pas trop mal accueillis, la lettre, quoi qu'on en dise, qui ouvre quand même assez large le spectre des questions, et puis le débat avec les maires mardi plutôt réussi. Donc effectivement, le sparadrap Benalla, mais ça il s'en passerait toutes les semaines, puisque il est revenu, là, il s'est invité au mois de décembre pendant les fêtes, et on a bien vu que Patrick Stroda, hier, le directeur de cabinet du président de la République, il a fait un lâchage en règle du Alexandre Benalla. De celui dont il félicitait. Avec un signalement article 40 au parquet qui, évidemment, immanquablement, devait déboucher sur une garde à vue de l'ex-conseiller. L'affaire suit son cours, c'est pas bon du tout pour l'Élysée. Mais la deuxième chose que j'ai envie de dire, et je suis plutôt d'accord avec ce que dit Jean-Baptiste Djebbari, je pense que dans l'opinion, cette affaire qui a choqué une partie de l'opinion, ça y est, ils se sont fait une idée sur Benalla. Ils se sont dit, on ne pensait pas qu'Emmanuel Macron pouvait avoir ce genre de zig autour de lui. Ça ressemble plutôt à l'ancien monde. Bon, on les retrouve, ils sont toujours là. Et là, il est parti. J'allais dire, les dégâts ont déjà été payés par Emmanuel Macron. Là, on est dans une autre séquence. Et à mon avis, les Français, c'est vrai, c'est le grand débat qui les polarise. Beaucoup plus, sans doute, que l'affaire Benalla. Même si c'est extrêmement choquant de voir que peut-être a-t-il fait un faux pour avoir un passeport, ce qui paraît invraisemblable. Sauf qu'il y a un nouvel épisode. Lundi, il y a l'audition de M. Benalla. Elle a lieu et comment elle pourra avoir lieu, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui vont peut-être plus, dont il ne pourra Parce que lui, il a été
lâché, pardonnez-moi, par monsieur Patrick Stroda, alors qu'il l'encensait il y a quelques mois encore en disant que son travail était exceptionnel ou quelque chose comme ça. Là, lundi, est-ce qu'on se prépare au château à une riposte de Benalla? Parce qu'il va peut-être aussi dire des choses. C'est ça. Depuis le début, tout le monde a décrit, au sein de la majorité et à l'Élysée, cet événement comme la dérive d'un homme. Ça a été dit depuis le début. Après, on peut avoir... C'est la dérive d'un système. Est-ce qu'on peut avoir... Vous nous dites c'est la dérive d'un homme, c'est un cas isolé, c'est ça? Équilibrée. M. Benalla a peut-être fait bien certaines parties de son travail, et par ailleurs, visiblement, il a failli, et probablement qu'il a fait des faux, comme cela a été dit par M. Stroda, et qui sera sanctionné tout seul dans sa photocopieuse. Si vous avez des informations privilégiées à nous communiquer, faites-le. C'est pas mais des informations moi, privilégiées. je ne suis ni enquêteur, ni juge. C'est le Quai d'Orsay qui lui a délivré des passeports. Mais monsieur Reda, vous faites la conclusion, vous faites le procès, la conclusion, vous êtes probablement aussi gardien pénitentiaire, c'est un peu ridicule. C'est la justice qui décidera. Je veux dire deux choses. D'abord, cette affaire est extrêmement grave. Ce n'est pas l'affaire d'un homme isolé. Je sais qu'elle passionne pas les Français et que les Français en ont soupé. Je le sais, je l'entends aussi. Sauf que c'est la dérive précise que ce que dénonce le peuple, les Gilets jaunes, qui vous voulez, d'un État qui aujourd'hui couvre davantage. Parce que moi, je veux bien qu'on s'intéresse aux élus, aux députés, aux sénateurs, aux membres du gouvernement, etc. Mais combien d'Alexandre Benalla, comme ça, on a couvert alors, je suis d'accord, ça remonte peut-être pas d'aujourd'hui. Eh bien, si ça existe, il faut l'arrêter. Et si ce monsieur-là est le symptôme d'un système qui dysfonctionne, il y a deux questions auxquelles il faudra quand même répondre. Pourquoi monsieur Benalla a préparé le voyage au Tchad du président de la République en y allant alors qu'il était démis de ses fonctions? Pourquoi monsieur Benalla continue d'échanger des textos? Toutes ces questions, vous allez aussi les poser à Alexandre Benalla lundi. Puis peut-être une carrière dans la justice, monsieur Reda. Allez, s'il vous plaît. Les sénateurs en parleront, mais en tout cas, il y a des mensonges, il y a des zones d'ombre. Il y a des mensonges, il y a des zones d'ombre, c'est ce que vous dites en tout cas ce soir pour représenter là sur le plateau la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Pendant ce temps, donc Emmanuel Macron il se prépare. Ce soir il dort à Toulouse pour être dans le Lot devant les maires demain, 600 maires. Florent Philippot, est-ce que vous saluez quand même la prestation à la fois d'Emmanuel Macron avant-hier et ce qu'il se prépare à renouveler comme exercice demain? Mais alors, absolument pas. Moi, j'ai vu effectivement des commentateurs en espèce en admiration parce qu'il a fait une performance. Je veux dire, on sait quoi, c'est un concours. C'est quoi le but là? Qu'est-ce qu'on juge? On lui demande d'apporter des réponses concrètes sur le pouvoir d'achat, sur la démocratie, sur les réformes qui sont. Il a répondu aux questions des maires, pardonnez-moi. Non mais d'accord. Moi, vous savez, l'opération, j'ai le sentiment qu'on essaie de gommer le jaune, et qu'on remplace ça par des écharpes tricolores. Je crois que c'est pas tout à fait l'esprit. Les deux vont très bien ensemble. Oh, elles peuvent aller ensemble, bien sûr, mais moi je pense que l'esprit c'est pas tout à fait celui-là quand même. Et j'ai le sentiment que ce débat qui s'annonce, on nous dit c'est formidable, profitez-en, vous allez pouvoir parler de tout. Mais attendez, en démocratie, on peut déjà parler de tout. On n'a pas besoin de l'autorisation et du cadrage d'un État pour faire cela. Moi, ce que je pense, c'est qu'il aurait fallu maintenant aller directement au peuple par un référendum. Ouais. Par exemple, un référendum pour demander si on fait le référendum d'initiative citoyenne. Ça me paraîtrait... Voilà. C'est pour ça que moi, je pense que c'est une mascarade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une mascarade, donc quoi? Donc vous allez pratiquer la politique de la chaise vide? Moi, personnellement, je n'irai pas. Mais après, les gens sont libres. Mais pourquoi? Vous avez des choses à défendre? On verra si. Je pense pas qu'à la fin, il y aura 20 millions de Français dans les. Vous voulez chanter la démocratie parce qu'elle ne vous arrange pas, mais 20 millions de Français. 20 millions. Et ben moi, je vais vous dire mieux que ça. En même temps, s'il vous plaît. Je vais vous dire mieux que 20 millions. Si vous faites un référendum, vous allez pouvoir interroger 47 millions d'inscrits sur les listes électorales. Vous voyez? Donc le chiffre sera plus impressionnant. Et surtout, je vais vous dire une chose. Question une fois. Je crois que beaucoup ont compris l'opération d'enfumage. Parce que des débats menés avec des synthèses dans des milliers d'endroits différents. On va ensuite envoyer la synthèse à l'Élysée. Qu'est-ce qui va en sortir? Il va en sortir l'opinion de celui qui a fait la synthèse. On ne sait pas, monsieur Philippot. On ne sait pas. On ne sait pas. On peut se douter quand même. Par contre, vous faites un référendum. Je crois que vous craignez la démocratie. Accordez le bénéfice. Absolument pas, parce que je crains tellement pas la démocratie que moi je veux un référendum. Non, c'est ceux qui veulent pas de référendum qui craignent la démocratie. Raccourcir le temps du débat, raccourcir le temps de la démocratie pour faire valoir vos idées. Je pense que, juste d'une phrase, pour synthétiser ma pensée, je pense que si nous faisons un référendum, vous voyez, je crains pas la démocratie, moi je veux interroger directement le peuple. Quoi qu'il dise. Mais les Français veulent débattre. Alors on saura précisément ce qu'il veut. Pas l'opinion des synthétiseurs. Les Français veulent. Elsa Faucillon, est-ce que vous partagez l'opinion de monsieur Philippot, Florent Philippot? C'est du pipeau. Il y en a qui cherchent effectivement à tenter de montrer qu'il y aurait des projets communs. La distinction est totale. Je crois qu'il y a un gouvernement qui est ébranlé, un président de la République qui l'est par le mouvement des Gilets jaunes, et ça c'est à saluer
sur leur mobilisation. Moi, j'ai vu surtout là ces derniers jours un président qui est redevenu candidat, un président en campagne, qui fait beaucoup de communication, qui ne donne au travers de son grand débat aucune garantie au peuple sur l'issue, c'est-à-dire qui décidera in fine à la fin de ce grand débat. Moi, ce que je vois, c'est des gens qui veulent y participer. Ça me semble assez normal. Attendez, je vais vous dire, je vais vous répondre. Beaucoup de gens qui doutent parce qu'il n'y a pas eu de mesures... sur 3 sceptiques sur l'utilité du grand débat. Évidemment, parce qu'il n'y a pas les garanties de décision. Donc, si c'est débattre dans le vide, et surtout avec les présupposés qui sont extrêmement présents dans la lettre, mais aussi dans le débat, bah, évidemment, il y a du doute. Moi, j'ai la conviction que c'est une supercherie. Mais vous dites quoi concrètement? Est-ce que vous dites, on y participe quand même parce qu'il faut faire entendre sa voix, faire des propositions et je vais aller à la rencontre des habitants de ma circonscription avec les cahiers de doléances. Je vais aller à leur rencontre lors de mes permanences de terrain parce que c'est ce que je fais, lors de porte-à-porte. Je vais tenter avec ma famille politique de nourrir les propositions. Non, ça s'appelle pas participer à la supercherie. Ça s'appelle participer à continuer la mobilisation et à nourrir les exigences et à travailler à une issue progressive. Jérémy Clément. Oui. Comment vous avez observé ce qui s'est joué avant-hier et ce qui va se reproduire sans doute une dizaine de fois là sur le terrain pendant 2 mois par Emmanuel Macron? Cette adresse déjà au maire, qui était négligée depuis un certain nombre de mois, cette manière de parler vrai, c'est ce qui a été dit certaines fois. Est-ce que vous l'avez entendu comme ça? Moi, ce que j'entends, c'est que depuis qu'on est sur nos ronds-points, on entend les histoires de nos grands-parents qui nous racontent comment était ce pays il y a encore quelques temps. Et qu'à travers la fraternité qu'on a retrouvée, où il y a une certaine confiance aveugle qui se noue, j'espère juste qu'on va pouvoir recréer de l'espoir rapidement et que notre pays, on va pouvoir le ramener sur de bons rails. Donc pas via le débat, mais bien sûr que si. Si on a le malheur de ne pas jouer le jeu sérieusement sur ce débat, qui peut être une perte de temps pour certains et une construction pour d'autres, on nous le reprochera de toute façon. On nous dira mais vous n'avez pas participé, vous n'avez rien à dire. Donc vous signez pas un chèque en blanc au président, mais vous dites allons-y quand même. Je l'ai dit tout à l'heure, ça. J'aimerais bien un chèque en blanc pour les 2 mois pour régler le problème du pouvoir d'achat pour les gens qui souffrent. Et pas de blanc-seing pour le président Emmanuel Macron, mais vous dites il faut y aller parce qu'il faut se faire entendre. Et vous appelez vos camarades gilets jaunes qui sont sur les ronds-points depuis plus de 2 mois à faire de même? J'appelle tous ceux qui n'ont pas encore perdu l'espoir, qui arrivent à contenir leur colère, à pouvoir encore perdre 2 mois de leur vie ou peut-être les gagner pour que les choses changent et pour qu'on ne serve pas encore de bouc émissaire pour détruire encore plus notre pays. Est-ce que vous dites à M. Djebbari, qui peut faire votre porte-parole auprès d'Emmanuel Macron ce soir, au même titre que les maires, on veut discuter avec Emmanuel Macron sous la forme qu'il souhaite. On sait que c'est pas possible. Mais vous savez que c'est pas possible. Bien sûr que non. Ça fait 2 mois qu'on le réclame et qu'on vit encore plus dans la misère. Alors, on avait Olivier Véran à votre place hier. Il a dit finalement pourquoi pas. Enfin, c'était pas clair sa réponse, Bruno Jeudi. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable ou pas? Dans un monde rêvé, ça serait sympa qu'on puisse tous travailler ensemble. Mais le constat, il est là. Ça va être difficile. Alors, dans les 2 mois, il a prévu un certain nombre de déplacements et je crois qu'il essaiera d'aller dans l'ensemble des régions françaises. Mais on sert nous aussi un petit peu à ça. Et par ailleurs, je pense à vous en tant qu'homme. Maintenant, vous savez ce qu'aujourd'hui, nous, on pense un petit peu de nos élus qui nous gouvernent depuis un moment. Et tout ce qu'on a mis sur la table depuis 2 mois, où on est quand même à mal. Et vous imaginez que c'était dur pour nous avant, pour payer pour les fins de mois difficiles. Imaginez ce que c'est 2 mois, 1 semaine après. Et vous savez, nous, ce mouvement, on ne l'avait pas prévu. Et en fait, moi, on aurait dû vous prévenir. Je suis désolé. Suivre. Mais on ne l'avait pas prévu. Et je crois que personne ici l'avait prévu dans cette... on va dire avec cette si, M. Sarkozy, quand il a obligé les gilets dans les voitures... Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis content de ce qui arrive aujourd'hui. Et je suis content de voir qu'on va avoir... Non mais vraiment, je pense que c'est une chance, c'est pas facile. Effectivement, il faudra... Et moi, on sait qu'on va gagner, donc non, mais je pense qu'il faut l'aborder en confiance. Moi, ça me dérange pas qu'à la fin du débat, au bout des 2 mois, on ait des choses qui correspondent pas tout à fait à ce qui a été voté il y a 18 mois, que ça puisse sortir parfois nos idées ou nos convictions. Ça me dérange pas. Rien que le projet de campagne de M. Macron, ça nous aurait été au départ, parce que c'est là-dessus qu'on arrivait. Non, mais moi, je sais... On va poursuivre. Attendez, je vais vous donner la parole à tous dans un petit instant, parce qu'on a un temps de publicité qui s'impose parfois. C'est maintenant, on se retrouve dans une... Deuxième partie de notre émission News et compagnie avec nos 6 invités. On est à l'avant-veille d'une 10e mobilisation. Donc Jérémy Clément, je vais m'interroger et je vais vous interroger surtout, parce que vous êtes gilet jaune de Montargis, pour savoir ce qui va se passer samedi. Est-ce que c'est retour à Paris, comme on peut le lire parfois, haro sur Paris? Est-ce que ça veut dire grosse mobilisation parce qu'il faut marquer le coup encore et encore? C'est ou retour à Paris ou retour à la maison. Donc moi je veux bien rentrer chez moi, mais aujourd'hui, même si on a l'impression d'avoir gagné quelque chose et que l'espoir est en train de naître à travers la fraternité, ça change rien
que si on n'est pas, on se fait déjà déloger à la campagne. Je veux dire, aussi bien le gouvernement pense qu'il a déjà gagné et que, comme M. Macron l'avait dit lors du grand débat, bon ben les gilets jaunes, dans 2 mois de toute façon, ça sera éteint. Et nous, on sait très bien que si on rentre chez nous, on va mourir encore plus vite que ce qu'on imaginait. Donc le débat est entamé, le dialogue est entamé, mais mobilisation samedi d'ampleur, c'est ce que vous espérez. Il va y avoir du monde. Samedi. Ça va se passer à la campagne. Ça va se passer dans les villes de campagne. Mais aussi dans le sens, mais aussi de toute évidence dans la capitale. Est-ce que vous appelez vos camarades à marcher pacifiquement? Mais évidemment. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Parce que vous avez vu les violences contre les journalistes, contre les policiers. Alors. Vous savez qu'on déplore toutes les violences. Aujourd'hui, les journalistes ont été pris pour cible parce que les instructions qui leur étaient données par rapport à leur performance sur le terrain ou à leur conscience professionnelle, elles ont pas été dans le sens des gilets jaunes et du peuple pendant un moment. Maintenant, c'est déplorable. Au jour d'aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a un équilibre sur tout ce qui est présenté. On peut parler de violence. Il faut aller dans le sens des gilets jaunes quand non, je parle d'équilibre. Non, c'est moi qui me suis mal expliqué. Vous avez eu accès à nos plateaux dès le premier jour. Non, mais vous avez eu tous accès à nos plateaux et il y a eu des émissions spéciales avec un nombre de gilets jaunes à partir du premier jour. C'est que je me suis mal expliqué, c'est ce que j'ai dit. Non, je disais juste que l'image qui a été donnée par rapport aux médias sur la première mobilisation du mouvement n'était pas forcément l'avantage. Dans la présentation des Gilets jaunes. Aujourd'hui, on arrive à montrer des violences policières accidentelles. C'était juste objectif. Ouais, bien sûr, c'était juste objectif. Et c'est pour ça encore que vous êtes là ce soir, parce qu'on vous donne systématiquement la parole, avec le temps de réponse qui va bien. Ah mais moi, je suis un gilet jaune épanoui dans le mouvement, il n'y a pas de problème. Florian Philippot, il y aura un 10e rendez-vous samedi. Il est nécessaire? Ah oui. Autant je vous dis que le grand débat, pour moi, c'est une mascarade, autant je pense que la mobilisation est très importante, bien sûr. Très importante. Donc ça veut dire que les commerces qui ferment pour certains, parce qu'aujourd'hui il y a des rideaux qui baissent, c'est pas grave, on continue quand même. Pourquoi il y a des commerces des gilets jaunes qui ferment aussi? Par exemple, vous savez qu'il y a beaucoup de commerçants aussi dans ce mouvement. Non mais attendez, je sais qu'on a voulu accabler ce mouvement, les gilets jaunes, depuis le départ de beaucoup de choses. Moi j'ai vu la semaine dernière quelque chose de beaucoup plus tranquille, que c'est bien passé. C'est vrai, dans le traitement équilibré. Moi, on a marché 20 bornes avant de commencer à manifester. J'imagine bien. Mais moi, ce qui m'a frappé dans le traitement au départ, c'est qu'on a mis longtemps à avoir un débat sur les flashballs. Nous, on avait lancé une pétition pour l'interdiction des flashballs pour le maintien de l'ordre. C'est pas adapté. Il y a eu beaucoup de violence, des gens devenus aveugles, etc. C'est ça qui était déséquilibré. Il a fallu beaucoup de temps. Et enfin, je vois le défenseur des droits qui aujourd'hui demande également l'interdiction des flashballs. Je m'en réjouis. Un sujet, je pense que il est très important. Je voulais clore sur le grand débat ce que je voulais dire moi. L'Europe, l'Union européenne, complètement absente de ce grand débat. Ça, pour moi, n'est pas évoqué dans la lettre de Macron aux Français. Mais est-ce que ça fait partie des priorités? Si on parle de la finance, si on parle des droits sociaux, si on parle de l'austérité, si on parle de la démocratie, de la souveraineté du peuple, on ne peut pas ne pas parler de la prison qu'est l'Union européenne. Mais ça sera dans les oui, mais alors justement, c'est encore mieux. S'il y a des élections européennes et en même temps ce fameux grand débat et mouvement, eh ben couplons les deux. Pourquoi la politique de la chaise vide alors? Attendez, moi j'ai accès ici, je ne vais pas aller monopoliser la parole là-bas. Je pense que ce qu'il faut, c'est que on force ceux qui veulent y aller. Moi, je n'ai pas de consigner. Si vous allez quand même à ce grand débat, alors mettez-leur l'Europe dans les dents. Parlez-leur de ce qu'ils ne veulent pas parler, c'est-à-dire l'Union européenne, l'austérité créée par cette prison qui fait baisser les salaires, qui fait baisser les retraites et qui détruit la souveraineté. Jean-Baptiste Djebbari, vous allez me répondre dans un instant. Juste ce soir, à vous Elsa Faucillon et à Robin Reda, Édouard Philippe a demandé aux chefs des principaux partis politiques de désigner chacun un représentant à un comité de suivi du grand débat, un comité donc pour veiller au plein respect du principe de pluralisme. Vous voulez des garanties? On vous en donne chaque jour un peu plus. Je dis juste une chose sur la mobilisation qui continue ou qui compte pas. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre, mais il y a un mot qui est très fort, qui est exprimé un peu partout sur les ronds-points et que monsieur vient d'exprimer. C'est la question de l'espoir, de l'espérance. Vous ne pouvez pas demander à ce qu'une mobilisation s'arrête alors que ce terme-là, il est mis dans une petite, dans un petit cocon et que le président de la République explique aux Français aujourd'hui que toutes leurs revendications les plus emblématiques, je parle de celles de l'ISF, celles du référendum d'initiative citoyenne, elles doivent être mises de côté et que de toute façon elles n'auront pas lieu. Et que les mesures qui pourraient venir du grand débat national, elles ne seront pas financées parce que de toute façon tout ça est à budget constant. Donc si vous voulez forcément que la mobilisation, moi non seulement je souhaite qu'elle continue et qu'elle s'élargisse. Je vois que dans ma circonscription, il y a des villes populaires. Pour le moment, on n'a pas
beaucoup entendu ces revendications. Pourtant, elles sont nombreuses. Je les constate depuis 18 mois. L'autre chose sur les garanties, il y a évidemment une garantie de comité de suivi, de pluralisme. Sauf que la garantie dont je vous parle, c'est celle que le peuple finisse par décider. Et Attendez, on en est qu'au début. Mais non, mais vous ne pouvez pas commencer à des gens de commencer à débat si c'est pour leur dire débattez, débattez, puis à la fin, vous ne pourrez décider de rien. Avec Jean-Baptiste Djebari. Juste Robert Reda sur la lettre du Premier ministre, Édouard Philippe, là, qui appelle donc un représentant par parti. Ça va dans le sens. C'est la condition sine qua non à la réussite du débat. S'il est piloté par la République En Marche, ce débat, il est mort-né. Ça fait 1 an et demi qu'avec les Républicains et avec plusieurs groupes d'opposition, d'ailleurs, nous demandons d'avoir un débat devant cette majorité qui s'est crue hégémonique, voire en transe parfois face aux décisions unilatérales d'Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, on ne peut pas refuser ce débat, on va y participer. Et les Républicains ne vont pas faire un contre-débat, comme je l'ai entendu parfois dans les médias, mais au contraire, consulter leurs adhérents pour faire une contribution des Républicains. L'objectif d'un parti comme les Républicains, qui est un parti de gouvernement, qui a vocation à être une alternative demain à la République En Marche, à Emmanuel Macron, pour satisfaire la revendication première du peuple, celle de l'acte 1, c'est-à-dire on en a marre de payer trop d'impôts pour recevoir toujours moins. Ouais. C'est ça que les Républicains vont faire, vont contribuer. Jean-Baptiste Djebari, vous avez entendu ce soir sur ce plateau, et puis il y a le sondage qui vient compléter tout ça. 2 Français sur 3 sceptiques sur l'utilité de ce grand débat. La mobilisation des Gilets jaunes, 10e rendez-vous samedi. Les inquiétudes pour ce que va être l'issue de ce débat. Le RIC pas abordé, l'ISF écarté. Pourquoi le RIC pas abordé? Tous les sujets sont abordés. Non, le RIC abordé, pardonnez-moi, vous avez raison. Emmanuel Macron qui a dit sa défiance à l'encontre de ce référendum. Mais il a le droit d'exprimer une position qui lui est propre. Et par ailleurs, on a quelques éléments de comparaison qui peuvent faire craindre un rapport direct du pouvoir au peuple par le RIC. Pour regarder la Suisse. Ouais. Non, mais attendez. Mais moi, j'ai le droit d'avoir... Laissez répondre, monsieur Djebari, vous savez, s'il vous plaît. D'un mot... C'est quoi les exemples de la Suisse? En Suisse, par exemple, effectivement, ça a commencé avec des sujets sociaux plutôt nobles. Ça a commencé. Voulez-vous supprimer les privilèges fiscaux des cantons suisses? Non. Voulez-vous instaurer un revenu universel? Non. Voulez-vous interdire les minarets? Oui. Alors j'imagine que ça vous réduit. Voulez-vous la proportionnelle? Oui. Voulez-vous encadrer les hauts revenus? Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez une démocratie qui n'est plus représentative et qui effectivement est directe, permanente, etc. Mais on verra. Vous savez, les Français jugeront. Parce que les Français, c'est pas les 80 000 gilets jaunes qui sont dans la rue. Les Français, il y a 20 à 25 millions de Français. Il y a 20. Alors répondez à cette question, monsieur. En fait, en voyant tous ces politiques, je vais vous dire ce que je pense. En voyant tous ces politiques, je crois que les politiques sont dépassés par ce qui se passe. Et ce qui vous inquiète, c'est que les Français, 20 à 25 millions de Français veulent débattre. C'est la réalité. Ils veulent débattre. D'accord, mais 80 000 non plus, monsieur Clément. 80 000 Français, ce n'est pas le peuple entier. Donc, faire croire que vous pensez qu'il y aura 25 millions de personnes dans vos débats. Non, mais vous plaisantez. 30% des Français disent vouloir participer au débat. Donc, vous pouvez considérer que. Ils vont décider, puisqu'il n'y a pas de vote, il n'y a pas de référendum, il n'y a rien. Monsieur Philippot. Les Français vont aller débattre à l'instigation des maires parfois, des députés autrefois, des citoyens eux-mêmes autrefois. Certains syndicats disent vouloir se mobiliser pour avoir ces débats. Je comprends que ça vous dérange puisque vous avez un catalogue. Vous avez un catalogue de solutions pré-mâchées, toutes faites, et que vous voulez finalement. Le débat vous dérange tellement. Le débat vous dérange tellement que vous voulez conclure avant même que le débat ait commencé. Moi, je crois dans ce débat-là, et il n'est pas organisé par la République En Marche. Et ce que le Premier ministre a dit aujourd'hui, c'est important. Il y a une demande d'indépendance du débat, de neutralité, de pluralisme. Moi, je veux bien que vous extrayiez du champ politique totalement. Non, mais ceux qui, depuis 1 an et demi, mènent une politique où l'arrogance et le mépris sont de mise, il faut quand même pointer un peu cette responsabilité-là sur la manière de faire de la politique. Ça ne veut pas dire que ça nous exonère tous responsable politique de notre grille de lecture. Je l'ai dit ça. Mais l'irritant premier, je l'ai dit ça, l'irritant premier des Gilets jaunes que j'ai rencontrés, ça a été, pour le dire autrement, sur les 2 heures de discussion qu'on avait, on avait 1 heure sur l'arrogance perçue du pouvoir politique. Je l'ai dit ça. Puis sur des choix politiques, des choix politiques, d'inégalités. Ça après c'est différent. Si vous voulez qu'après vous cherchez en permanence à réduire le débat politique, par exemple sur la fiscalité. Alors maintenant l'ISF est devenu le rétablissement de l'ISF est devenu l'alpha et l'oméga de la politique fiscale à gauche. Et à droite, vous avez les vieilles rengaines de la TVA sociale des 39 heures. Non mais on peut absolument parler de l'ISF. On peut absolument du rétablissement nécessaire. On peut parler de tout ce que vous voulez, monsieur Philippot. Mais non, on nous a dit que vous ne voulez pas débattre. On nous a dit que c'était déjà décidé.
Non. Bruno Mais Jeudi, si, on Bruno nous a dit Jeudi. que c'était déjà décidé. Alors on va parler, on va faire de la parlotte. On a dit. C'est infantilisant. On a dit pour qu'à la fin, que il y ait sur un l'ISF, maître qui décide ce qui on a ce dit qui que est bon sur pour nous. l'ISF, S'il vous plaît. nous Je étions suis pragmatiques. Soit la mesure, elle marche et effectivement, elle permet de restaurer l'attractivité Mais de la vous direz France. que ça marche. Elle permet de créer des emplois. Et dans ce cas-là, nous maintiendrons effectivement cette suppression pour partie de l'ISF. Soit ça ne marche pas et nous réviserons la mesure. Et vous Mais direz que ça marche. on n'aurait dû pas l'évaluation à 6 mois. Il me faut une cloche. Bruno Jeudi, bon, c'est un dialogue de sourds pour l'instant. On verra aussi demain à l'issue. Entre politiques, c'est sûr, mais pas entre les Français. On verra. Pour Mais l'instant, entre ils sont 2 politiques, Français sur pourquoi 3 à être sceptiques. Pardonnez-moi, monsieur Je vais vous le dire. Attendez. Moi, D'ailleurs, Bruno, comment ça se fait d'ailleurs qu'ils sont 2 Français sur 3 à être sceptiques sur l'utilité de ce grand débat aujourd'hui? Parce qu'effectivement, il n'y a pas de garantie, parce qu'on sait que ça se terminera Je pense qu'il y a deux choses. 2 Français sur 3, ça correspond à peu près au niveau d'adhésion, de popularité du président de la République. 30% à peu près qui ont une bonne opinion de lui, 70% qui n'ont pas une bonne opinion. Donc on retrouve un peu ces proportions. La deuxième chose, je pense, moi je le dis depuis le début, je crois, contrairement à M. Philippot, qu'il y aura du monde dans ces débats. 2, si j'étais l'opposition, je me battrais justement sur les garanties, notamment au niveau de la restitution, qui le fera, comment ce sera fait. C'est ça qui est important. Et franchement, vous pouvez débattre à l'infini, y aller, pas y aller. Je crois qu'il faut y aller. De toute façon, les Français, ils vous demanderont la permission à aucun d'entre vous. Donc ils iront ou ils iront pas. Par contre, la restitution, les garanties sur la restitution, c'est ça qui est important. Et c'est vrai que jusqu'à présent, c'est un peu flou, que le pouvoir n'a pas donné réelle garantie. Édouard Philippe promet d'annoncer des choses d'ici, je crois, demain. On l'a dit. On verra, mais ça devient urgent. Jérémy Clément. Oui, moi j'ai une question. Enfin, une qui en correspond en 2 sur la phrase que je vais dire. Pourquoi aujourd'hui on est en train de débattre de savoir qui fait quoi alors qu'on n'a toujours pas réglé le problème Alors on est dans un pays riche, mais on vit pauvrement. D'accord ? Il y a pire. Ailleurs, il y a des pays pauvres qui vivent pauvrement. D'accord ? Maintenant, plutôt que nos élus au pouvoir, en majorité, s'occupent de savoir comment protéger leurs intérêts et que leurs opposants, en minorité, attendent que le pouvoir en place trébuche pour pouvoir reprendre la main, j'aimerais bien savoir quels sont les... Protéger nos intérêts Attendez, allez jusqu'au bout. Jusqu'au bout, pourquoi on en est à savoir d'où vient l'erreur? L'erreur, elle est systémique de toute façon au niveau de la France. Pourquoi, au lieu de discuter de tout ça, on n'est pas en train de prendre nos calculatrices pour vous les experts qui avez l'habitude de ça, et de se dire, bon allez, ce débat il sera plus crédible si on arrive à mettre un peu plus d'argent dans la poche des Français. On est 10 milliards. On m'a dit, oui, c'est beaucoup. J'ai croisé même quelqu'un tout à l'heure qui s'arrête en vélo, qui m'a dit, je vous ai vu à la télé, 10 milliards, vous vous rendez compte, les 10 milliards, ils sont dispatchés sur tant de foyers, ça fait 1000 euros. Ensuite, ça a été dispatché comme ça. Les 10 milliards que vous avez obtenus, c'est les retraités, ça va leur coûter ça, les ceci, ça va leur coûter ça à cause de vous. Non, mais nous, on n'a rien demandé. On souffrait déjà avant. Ce que veut dire Jérémy Clément, si je comprends bien, c'est qu'en fait, on perd du temps. Oui. On perd du temps. Merci beaucoup. J'ai tout dit. On sait que s'il y a plus de dépenses publiques, on aura un pays plus pauvre et des gens plus pauvres. Mais si demain, vous aviez des gens comme nous au pouvoir, nous, on n'a pas besoin de gagner 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 000 euros. L'important... Je peux vous assurer qu'avec 2 000 euros, avec 2 000 euros, on s'en sortirait. c'est pas d'avoir un pays. Non, mais simplement, dans ce qui est exprimé là, et donc... il l'exprime, donc j'ai pas besoin d'essayer de le ramener vers moi. Juste, moi, ce que j'entends à la fois dans l'expression générale des Gilets jaunes, mais aussi dans ce que vous dites, c'est pas qu'un manque de confiance, c'est une rupture avec cette 5e République. Je le dis, elle est à bout de souffle, et je trouve que ce mouvement des Gilets jaunes le dit, c'est-à-dire qu'il y a besoin aujourd'hui... des institutions qui ont été dévoyées. Mais pas simplement, il y a aujourd'hui une prépondérance du pouvoir du président de la République qui est insupportable. D'ailleurs, dans sa lettre, il dit ça vous dirait pas de supprimer quelques parlementaires? Oui, mais jamais il n'interrompt. Mais attendez, être conciliant et je voudrais terminer. Je voudrais terminer. Pas tous en même temps. Non seulement on n'est pas payé, mais en plus on perd de l'argent quand on vient ici. Par contre, on a besoin de le faire pour que ça change. Robareda, il interroge quelque chose. Les indemnités, elles sont extrêmement importantes, elles le sont trop. Je ne parle pas des indemnités, je parle de la pratique du pouvoir de la 5e République. La pratique du pouvoir de la 5e République, elle est à changer complètement. Non, Elsa Fossillon. Mais on vous entend aujourd'hui. Elsa Fossillon, elle n'est pas à changer. S'il vous plaît, pas tous en même temps. Elle n'est pas à changer, elle est à respecter. Vous avez peur de la démocratie directe. Elle est juste... La 5e République, elle est à respecter. Moi, j'ai absolument pas peur de la démocratie directe. Je peux terminer ma phrase. Mais j'aimerais vous répondre. Non, mais d'accord, mais je ne l'ai pas terminé. Donc alors, attendez que j'ai fini. Peut-être que vous êtes habitués à ce que je dis, mais peut-être que ceux qui nous écoutent, non. Donc, ce que je vois aujourd'hui, c'est une démocratie qui est à bout de souffle. Ce qu'ils expriment, eux, ils ne trouvent pas les moyens, à un moment,
que ça puisse être décidé par les citoyens, et y compris quand on regarde le Parlement, l'Assemblée, évidemment qu'elle n'est pas représentative. Regardez les classes sociales, la première des regardez-là, des Gilets jaunes, elle n'est pas le matraquage fiscal et notamment les taxes sur l'essence. Est-ce qu'elles ne sont pas répétées à longueur de débat par les oppositions parlementaires depuis 1 an et demi? Donc moi je suis désolé, on peut mettre plus de représentativité, je suis le premier à le réclamer. Mais d'abord, les oppositions ont fait leur travail en portant ces revendications depuis 1 an et demi. Elles n'ont pas été entendues. Il a fallu que le peuple descende effectivement dans la rue pour soutenir ce mouvement d'opposition. Et j'en prends acte. Ensuite, la 5e République n'est pas à bout de souffle. C'est l'exercice de ces institutions qui est à bout de souffle. C'est parce que on a coupé la proximité entre les élus et le terrain, qu'il y a une pratique arrogante effectivement du pouvoir depuis 1 an et demi. Et quand vous n'avez plus de proximité, quand vous ne voyez plus vos électeurs, quand des élus estiment qu'ils peuvent rester à Paris pour faire de la politique dans les cabinets ministériels et dans le cabinet de l'Élysée, c'est là que les institutions représentatives ne fonctionnent plus. Florian Philippot, vous plaidez pour le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Vous avez vu ce qui se passe en Bretagne? D'abord, en Bretagne, c'est pas un RIC, c'était un référendum organisé par le gouvernement. Sauf que vous avez vu les conséquences. Il se passe des choses très bien. Il se passe l'inverse de ce qui s'est passé en France en 2005, en 2008, quand on a annulé le référendum sur la Constitution européenne avec le traité. Sauf que là, les Anglais, ils veulent peut-être demain un nouveau référendum. Mais non, attendez, on ne sait pas, Ils sont dans le flou artistique le plus total. Dès qu'ils ont voté, vous aviez la casse qui expliquait qu'il fallait qu'ils revotent immédiatement. Non, ce qui s'est passé, c'est que ce sont des parlementaires qui ont dit il y a un très mauvais accord parce qu'ils ne respectent pas la volonté populaire sur le Brexit, donc on n'accepte pas cet accord. C'est l'inverse de ce qui se passe en France où on ne respecte jamais la souveraineté du peuple français. Donc ce qui se passe au Royaume-Uni, d'ailleurs je rappelle que là-bas la croissance est supérieure à la France, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes. Aujourd'hui, pardonnez-moi, 48% des Anglais veulent un nouveau référendum. Taux de chômage, c'est pas moi qui le dis. Oui, mais il se trouve qu'il y a des gens qui ont voté et c'est bien. L'issue, ce serait revenge. Ils ont voté un peu sur un mensonge. Non, pas du tout. Et il se trouve que ce pays-là, parce que c'est bien d'aller sur la question européenne, il se trouve que ce pays-là, demain, lui, s'il veut interdire le glyphosate, vous voyez, nous on en parle beaucoup, on n'a pas le droit de le faire, c'est l'Union européenne qui décide. Lui, il aura le droit de le faire. S'il veut contrôler ses frontières nationales, il pourra le faire. S'il veut sortir de l'austérité, il pourra le faire. S'il veut sauver ses services publics, il pourra le faire. S'il veut interdire les OGM, il pourra le faire. Nous, on ne peut pas le faire. Alors, Jean-Baptiste Djebbari, un référendum qui a vocation à compléter la démocratie, c'est ce que dit M. Philippot. S'il vous plaît, pas tous en même temps. C'est là où l'enfumage, d'extrême droite, il est absolument fabuleux. En 2016, Nigel Farage, le Florian Philippot britannique, il a dit quoi? Pas tous en même temps. Il a dit quoi? Il a dit, vous verrez, on va faire le référendum, on sortira de l'Europe et ça va nous permettre de récupérer 300 millions par semaine pour le système de santé. Le lendemain du référendum, il a dit quoi? Le lendemain du référendum, il a dit, j'ai menti. Et aujourd'hui, ce même Nigel Farage, aujourd'hui, il dit quoi? Vous mentez, vous. Il a dit que c'était une erreur. Vous mettez dans sa bouche des propos qui n'existent pas. 24 juin 2016, allez voir cette vidéo. Elle est connue de tout le monde. Il se trouve que j'étais là-bas à ce moment-là et je m'en rappelle parfaitement. Et aujourd'hui, ce même Nigel Farage appelle à un nouveau référendum. Le jour même. Mais Nigel, je l'ai vu aujourd'hui. Je l'ai vu aujourd'hui à Strasbourg, Nigel Farage. En fait, le problème, monsieur Philippot, c'est que vous confrontez aux faits. C'est monsieur fake news, ce monsieur. C'est incroyable. Allez voir. Vous vérifierez chacun de votre côté. Ça vous embête. Pourquoi ils disent 10 milliards? Ça vous embête que votre stratégie soit perdante. Je voudrais que vous me parliez, je voudrais qu'on montre à l'image, une image. Je voudrais que vous me répondiez là-dessus, Jean-Baptiste Djebbari et Bruno Jeudi. Regardez. Rien ne change, la preuve que si en 2019 le chèque énergie augmente de 50 € et bénéficie à plus de 5,8 millions de foyers. Rien ne change, la preuve. Bon, bref. Des tracts et des affiches issus de la République en marche, avec lesquels vous allez vous promener sur les marchés ce week-end, c'est ça? C'est pour combattre l'empire des fake news de M. Philippot sur le pacte de Marrakech, sur Nigel Farage, sur tout ça, parce qu'on s'aperçoit effectivement qu'aujourd'hui, toutes les opinions ont l'air de se valoir, on peut dire à peu près n'importe quoi et l'asséner avec beaucoup de force, et ça devient une vérité. Donc nous, on a choisi de rétablir à l'aide du mouvement, on a choisi, il a dit le matin même, bref, peu importe. Le matin même. On rétablit quelques vérités sur ce qu'on a fait depuis 18 mois, et ça va commencer d'ailleurs à se voir dans le portefeuille français. Bruno Djebbari, vous redécouvrez, et c'est ça qui est intéressant avec ces tracts, on ne redécouvre rien du tout. que les partis, ça sert à quelque chose, que la République en marche. C'est mieux que vos fake news. Attendez, Florian Philippot, s'il vous plaît, Florian Philippot. C'est quand même un événement politique, puisque la République en marche est un parti qui redevient actif alors qu'il l'a été très peu, et c'est sans doute une des difficultés
mon avis, dans cette période. La République En Marche, c'était quand même le parti qui avait inventé la Grande Marche, c'était En Marche. Hein. Et depuis le début du mouvement, vous ne l'avez pas vu arriver. Et là, manifestement, il y a un changement de stratégie. Le parti va servir à quelque chose. C'est la campagne, donc Monsieur Djebari, vous êtes en campagne. S'il vous plaît. Mais on peut pas respecter la parole des uns et des autres. Non, mais Monsieur Philippot, Monsieur Djebari, donc vous partez en campagne, sur les marchés à partir de ce week-end, ça s'appelle comme ça. Non, mais d'abord. Vous voulez pas partir en campagne pour nous, s'il vous plaît? S'il vous plaît, un peu de respect. D'abord, ça fait 18 mois qu'on discute avec les Français. Moi, j'ai tenu 8 réunions publiques, donc on a dit ce qu'on a fait. Mais en tant qu'homme, vous êtes irréprochable. C'est ça qu'on. Non, mais ce qui nous la intéresse, politique, normalement, c'est un homme politique et la politique en général. Votre travail, c'est de faire en sorte que tout ce qui est impossible devienne possible. C'est ça votre travail. Vous êtes au pouvoir en majorité. Notre travail, c'est d'abord quand même de rétablir quelques vérités. Ce débat, le débat politique depuis des années et singulièrement depuis 18 mois, il est quand même en permanence pollué par des contre-vérités. Tout se vaut. Alors les députés gagnent 20 000 euros par mois. Les députés ne gagnent pas 20 000 euros par mois. Sur Benalla, il y avait pas mal de viennent de chez vous. Il suffit simplement parfois quand même. N'oubliez pas que Monsieur il faut commencer par là. C'est terminé. C'est terminé. C'était compliqué. Il faut rétablir la vérité. Ce débat servira aussi à ça. Très indiscipliné ce soir. En tout cas, on a un petit peu, j'espère, permis de faire comprendre 2-3 éléments à nos téléspectateurs. Autant que possible, en tout cas. Merci quand même. À suivre Roussoussin, ses invités et bonne soirée à tous.